Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. C'est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on va y parler des produits de bourse avec Léa Jézéquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma droite, Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert. Ça fait 25 ans que vous faites de l'analyse technique. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour Thibault, merci. Jean-Louis Cussac, on ne vous présente plus, mais les autres non plus, on ne vous présente plus puisque vous êtes là quasiment toutes les 2 semaines. Jean-Louis, vous êtes président, fondateur, formateur, d'opérateur de marché, trader, au sein de l'Institut Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et bonjour. Franck Morel, président de zonebourse.com, spécialiste de la bourse depuis maintenant 20 ans. 20 21 ans. ans. Merci d'être avec nous, Franck. Merci Et bienvenue. Léa Jézéquel, je vous ai présenté tout à l'heure, vendeuse, produits de bourse, Société Générale. Bonjour Thibault. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale, une émission un peu spéciale parce qu'on va parler d'analyse technique. Et ce qui est étonnant dans l'analyse technique, c'est quand on débute sur les marchés. Quand on est un jeune diplômé, quand on arrive dans un milieu très sérieux avec beaucoup de cravates, beaucoup de costumes, et qu'on vous parle pour la première fois d'analyse technique, vous êtes un peu étonné. C'est comme si on vous parlait, quelqu'un de très respectable vous parlait et vous disait que une forme de numérologie pouvait vous permettre d'appréhender et de décrire le comportement des marchés futurs. C'est un peu décontenançant, c'est un peu un monde qui s'écroule parce que quand vous êtes jeune cartésien, jeune diplômé, vous attendez à ce qu'on vous parle de Black and Scholes, des formules mathématiques, d'algorithmes, et là on vous parle de vagues et de bougies. C'est vrai que quand on s'intéresse de plus près à ce sujet, la littérature est très variée, il y a énormément d'auteurs. C'est un peu comme si vous vous retrouviez face à un rayon ésotérique dans une librairie New Age. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et même sur ce plateau aujourd'hui, si on vous demande à chacun d'entre vous quelle est la méthodologie que vous utilisez, quelles sont les figures que vous recherchez, je suis bien sûr qu'aucun d'entre vous ne dira la même chose. Et pourtant, vous avez tous un point commun, c'est d'utiliser l'analyse technique. Alors il faut un certain temps pour appréhender cette matière qui est très riche et de comprendre que finalement, un cours de bourse, c'est la confrontation entre une masse d'acheteurs et une masse de vendeurs pour trouver un point d'équilibre. Et tous ces gens-là suivent une psychologie particulière, une psychologie de masse, une psychologie de foule. Et c'est ça que l'analyse technique essaye de lire dans les graphiques et dans les volumes. Alors comme la matière est assez riche, je suis sûr que vous allez me dire que ce n'est pas vrai. Je suis sûr qu'on va en débattre tous ensemble. Et on va commencer tout de suite avec « On refait la semaine ». On refait la semaine, on commence tout de suite avec Franck Morel. Franck Morel, vous allez nous parler de Kering et d'une figure particulière technique, le double bottom. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors le double bottom, figure technique qui ressemble en gros à un W. Vous avez les cours qui arrivent sur un niveau, rebond, on revient à proximité de ce niveau, et comme par hasard, c'est les points bas avant une reprise durable. C'est la figure idéale, celle qui donne le plus de potentiel ratio gain-risque, puisque vous vous positionnez à contre-tendance, à proximité d'un niveau clé, et donc vous pouvez théoriquement, en tout cas, mettre un stop à proximité pour jouer une reprise a priori durable, un retournement moyen terme. Et donc pour moi, c'est la config idéale, celle que tout le monde cherche. Quand vous dites que vous mettez un stop, c'est un stop sous le support qui constitue les bas des W. Oui, alors la théorie, c'est donc que vous achetez sur la deuxième jambe du W et que vous fixez un stop sous ces niveaux, les niveaux de la première jambe du W pour limiter votre risque. Chez Zone Bourse, on n'est pas des ayatollahs de l'analyse technique, on n'est pas du tout des fanatiques, mais on utilise beaucoup l'analyse technique pour le timing, non pas pour la sélection des titres dans lesquels on met notre argent, mais plutôt pour sélectionner les timings, pour se positionner sur ces titres qu'on a sélectionnés au préalable sur des critères fondamentaux. Donc le top du top pour nous, c'est d'acheter des super dossiers et d'anticiper un double bottom, et donc de faire partie des courageux qui fabriquent finalement le double bottom, que les analystes techniques verront dans un deuxième temps, et nous on aura déjà ramassé le papier en jouant le support, et c'est seulement à la confirmation du maintien du support et du retournement à très court terme sur de la deuxième jambe du W que les analystes techniques vont finalement amorcer le mouvement. Vous allez avoir une confirmation de reprise et le marché va se positionner dans l'autre sens. Donc quand on sait ce qu'on veut acheter, et c'est bien là l'essentiel, on a tout intérêt à chercher des doubles bottom et à faire le courageux, à se positionner contre le marché. Contre-tendance Contre-tendance à court terme, idéalement
Donc oui, se positionner contre tendance et donc investir aussi sur la base de critères de valorisation. Alors l'analyse technique c'est super pour du timing, comme vous l'avez bien compris, mais le mieux c'est quand même de savoir ce qu'on achète. C'est vraiment ce que je pense et c'est ce que j'ai pu vérifier au travers de toutes ces années. Quand vous jouez une configuration technique, ou quand vous investissez sur une configuration technique, il vaut toujours mieux se rappeler ce qu'on est en train de faire. Alors, en l'occurrence, c'est Kering. En l'occurrence, Kering, voilà, donc Kering, c'est un no-brainer pour nous en ce moment, donc c'est vraiment une configuration pour le coup fondamentale, superbe, avec un chiffre d'affaires qui explose, qui prend 17% chaque année ou pas loin, des rentabilités très très fortes, et qui se paye donc une très grosse capitalisation dans le luxe. Donc il faut savoir que le luxe, ça se joue en France. LVMH est le leader mondial, mais on a Hermès, on a Kering. Ouais. En gros, 80%, Richemont en Suisse qui voilà, 80% de la capitalisation mondiale liée au luxe, à la thématique du luxe, dans laquelle on croit particulièrement, est cotée en France. Donc Kering, c'est un acteur qui se paye moins cher que les autres sur cette thématique, pour la bonne et simple raison qu'ils font près de 60% de leur chiffre d'affaires avec la marque Gucci, donc ils sont beaucoup moins répartis qu'un LVMH par exemple, et 35% de ce chiffre d'affaires en Asie. Asie où en ce moment le Covid en Chine et les lockdowns à répétition font qu'on n'est pas prêt à payer ce qu'on payait historiquement Kering, qui se paye actuellement 35% de moins que ces niveaux historiques de valorisation sur le marché, avec un business qui continue à se développer. Alors les craintes sont-elles fondées? Pour ma part, je ne pense que pas plus que ça. Si effectivement l'activité pouvait subir les lockdowns en Chine, ce serait qu'un mouvement, ce serait un problème momentané, et puisqu'on a bien vu qu'avec le Covid, en enfermant tout le monde, vous aviez le chiffre d'affaires des valeurs du luxe qui faisait ça, et qui arrêtait de progresser le temps du Covid, mais que dès qu'on rouvrait les portes, on se retrouvait finalement un coup plus loin que là où on aurait été. Donc c'est vraiment des business à croissance régulière, pricing power dans un monde inflationniste, il n'y a pas grand chose de mieux. Un dossier que vous maîtrisez bien, donc, visiblement. Double bottom sur Kering. On n'a pas pris peur quand on est passé juste sous les 440 et on l'a effectivement bien joué, on l'a bien timé, que ce soit dans nos portefeuilles investisseurs, dans une optique de long terme ou dans une optique de trading, puisque même quand on fait du trading, on aime bien faire du trading à l'achat sur des valeurs de qualité ou short sur des valeurs en situation fondamentale dégradée. Merci beaucoup Franck, c'est très clair, passionnant. Mathieu, c'est à vous. Mathieu, vous êtes intéressé au CAC et au DAX. Vous me parlez de mèche d'essoufflement. Ouais, alors, ça, je ne connaissais pas ce terme. Alors effectivement, ce qui est intéressant... C'est dans les bougies japonaises, c'est ça? Alors en fait, ce qui est intéressant dans ce type de figure, pour faire le pendant avec ce que disait Franck, c'est le côté risk-reward qui est intéressant. C'est-à-dire que là, moi en gros, il y a... Risk-reward, récompense. Oui, le ratio rendement-risque. C'est-à-dire que là, comme dans l'idée de Kering, quand on achète sur un double creux, on est instantanément en contre-tendance, on va viser un retournement. Dans le cas du CAC 40, là, moi je visais un retournement à la baisse. Alors ce qui est intéressant là, c'était quelque chose que j'ai recommandé à mes clients en milieu de mois, mi-novembre, et effectivement derrière, pendant 10 jours jusqu'à Thanksgiving, en fait, on a un CAC 40 qui fait pas grand-chose. Donc ça montre bien en fait qu'on a une prise en main des vendeurs et un allègement des acheteurs. Alors la structure en bougie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une mèche, c'est-à-dire qu'en fait une bougie journalière, c'est en base journalière, comme là ce qui est visible sur le CAC, on prend le niveau d'ouverture et on compare au plus haut qui a été fait en séance et après au niveau de clôture. Et en fait, ce qui est intéressant, cette mèche justement, mèche qui s'explique parce que on a des intervenants européens qui font schématiquement la première partie de la séance jusqu'à l'ouverture US, donc 14h30 ou 15h30 avec les changements d'heure, donc maintenant 15h30. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand Wall Street reprend la main, c'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit que c'est Wall Street qui fait la tendance, et donc en fait, quand vous avez des opérateurs qui, en Europe, ont acheté le matin et Wall Street qui fait un peu l'inverse et qui ne confirme pas, on a justement ce contre-pied, cet essoufflement en mèche, et ce qui conduit, en fait, le lendemain matin, les intervenants européens qui avaient acheté la veille à se montrer plus prudents parce qu'ils doivent suivre Wall Street, et d'où des ajustements et des effets de réflexion, de consolidation. Alors là, pour le coup, sur le CAC 40, on n'a pas de grosse baisse, alors même si moi, j'ai quand même capitalisé quand on est revenu vers les 6005
quelques jours plus tard. On n'a pas de gros décrochage, mais on a plus une phase de latéralisation qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant dans ce type de figure, c'est que ça montre quand même bien que là, 10 jours après, on a bien effectivement eu des hésitations. Alors il y a des fois où ça conditionne des gros retournements, des grosses baisses, mais au minimum, on sait qu'on a une zone tampon, une zone un peu dure, qui offre du coup un risk-reward intéressant, c'est-à-dire que si j'avais tort, on était en invalidation sur les 6690 quand on était à 6630, donc grosso modo 80-90 points de risque, ou 70 là, pour être précis, et avec un reward potentiel de plus de 100 points, voire... Votre reward potentiel sur le graphique qu'on voit, c'est quel objectif? On était sur les 6005, je visais les 6005 en première cible et on s'en est approché, donc là moi j'avais encaissé partiellement des gains. Derrière, pour tout vous dire, sur cette pause-là, en fait, j'ai repris mes billes quand on est remonté, parce qu'entre-temps, on est remonté sur les 6630. Mais dans tous les cas, j'ai clôturé dans le vert. Et après, on peut continuer comme ça à travailler ces zones de prix qui sont un peu topiches. Et voilà. Très intéressant. Jean-Louis, vous allez nous parler d'une figure technique qui s'appelle la tasse avec anse. Alors ça non plus, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas si vous... j'ai essayé d'être un petit peu original, c'est sûr. Alors, sur JC Deco. Ouais, à la différence de... Là, pour le coup, c'était encore sur le DAX. Ah oui, c'est parce que tu veux sur JC Deco, c'est pour ça que je laisse... JC Deco. À la différence de Franck et de Mathieu, moi, j'ai pris une figure qui donne, si vous voulez, un vrai market timing. Tout à l'heure, Franck, tu as dit, j'essaie de trouver le bon timing, je suis entièrement d'accord, mais c'est acheter sur un double appui ou vendre sur un double top. C'est pas vraiment la recherche du bon timing, c'est la recherche surtout du juste prix. C'est-à-dire qu'on a une idée fondamentalement bonne sur une valeur et on se dit, statistiquement, il est possible, il est probable que la figure du double appui fonctionne. Donc on y va. Et souvent, et je pense que Franck ne me dira pas le contraire, on ne déclenche pas vraiment un stop en dessous parce qu'on y croit justement à la valeur. Et on se dit, je cherche à la mettre en portefeuille, et puis, c'est pas parce qu'on va casser un petit peu, par exemple, qu'on va s'échapper comme un voleur. On va se dire, on va attendre un peu, on n'est pas pressé, on y croit. Donc c'est plutôt la recherche du juste prix. Après, vous avez... une optique moyen terme, du coup. Enfin, on sur laisse une le optique temps à la valeur de long terme. Et de vérifier le scénario qu'on a établi. Après, vous avez du market timing pur, c'est-à-dire, vous achetez pas sur un mouvement contrariant très court terme, vous achetez au moment où la valeur est en train de monter, ou vous vendez au moment où elle est en train de baisser. Donc vous n'achetez pas sur un plus bas, vous achetez sur un plus haut de phase qui devrait se poursuivre, et dans l'inverse, vous vendez sur un plus bas de marché, alors que la valeur a déjà évidemment reculé, pour continuer donc à profiter de la baisse du titre. Donc on suit une tendance. Là, vous avez... en plus, dans l'analyse technique, ça englobe l'analyse chartiste, technique, c'est-à-dire à la fois, si vous voulez, des figures qui ont de bonnes régularités statistiques de réussite, etc. Et l'analyse technique pure avec des croisements de moyenne mobile, par exemple, des choses comme ça. L'intérêt de Deco, c'est qu'elle a donné une première alerte, si vous voulez, quand on passe des systèmes automatisés, ce qu'on appelle des scans. On a une indication que, par exemple, deux moyennes mobiles se croisent sur la valeur Deco. Et donc, on peut se dire à ce moment-là, tiens, il se passe quelque chose, la moyenne courte franchit la moyenne longue, pas plus longue, et c'est peut-être une figure qu'il va falloir surveiller, enfin, une situation qu'il va falloir surveiller, parce que ça va peut-être déboucher sur quelque chose. Et là, vous avez donc ce croisement de moyennes mobiles, et vous avez la phase C, là, où les moyennes mobiles se sont croisées, et on vient prendre appui avec toutes les moyennes mobiles, les deux, qui se réunissent, et ça repart à la hausse. Alors, vous avez la tasse qui est formée, si vous voulez, par le premier dessin que vous voyez, qui est vraiment une phase d'amplitude assez forte, on va dire, et le petit truc sur le côté, qui est la poignée de la tasse, en fait. Oui, d'accord. Et quand on franchit la zone B, voire C, voire celle du A, parce que là, en l'occurrence, on a démarré avec un gap à la hausse, c'est-à-dire un intérêt violent, avec une très forte hausse en même temps du volume. Et là, si vous voulez, celui qui avait acheté avant, évidemment, il est confirmé dans l'idée de laisser porter. Et sinon, à l'ouverture, normalement, il y a un signal d'achat qui se fait. Alors, vous avez vu, on est même revenu un peu en arrière, puis après, elle est repartie dans la grande bougie qui monte, avec le gap à la hausse, et la valeur a explosé. Et ça, on était content parce qu'on l'avait bien proposé dans notre service le trade du jour.
Et on l'avait fait acheter même avant sur le croisement des moyennes, le fait que les moyennes viennent mourir, la 5 vient sur la 21. T'as anticipé la configuration là. Ah, là, pour le coup, nous on avait joué déjà le croisement des moyennes mobiles. Vous aviez investi, oui, vous aviez. On avait commencé à acheter. Et là, derrière, on a eu ce signal violent qui a confirmé. Alors, ça pouvait être soit une confirmation, soit une entrée, hein, dans les deux cas. Et tu savais, non, que pas acheté du JC2Co, que c'était pas cher? Alors, comme toi, je suis d'accord. J'essaye, surtout dans des périodes un petit peu difficiles comme en ce moment, où il faut être très sélectif, bien sûr. Je préfère en effet jouer une figure comme ça sur Vous deux investissez, encore une fois, sur une valeur pourrie, bien évidemment. Vous êtes sélectif parce que vous êtes très sérieux et faites très attention à vos dossiers. Donc, c'est pas un jeu, c'est un investissement. Mais alors, vous avez pris position, donc, au milieu du... Vous n'avez pas attendu que le C, que la anse soit constituée pour prendre position. C'est bien ça ? En fait, on avait acheté, si vous voulez, un peu haut là sur le haut de la tasse. On avait commencé à acheter. Mais souvent, nous, on le fait en plusieurs parties. Hein. On essaye, on a un signal, on achète. Je voulais revenir sur les signaux dont vous parlez, le scan. Vous regardez l'ensemble du marché. Vous regardez finalement, pour vous, quand les moyennes mobiles se croisent, il faut s'intéresser au dossier. Voilà. Car statistiquement, vous savez que quand les moyennes mobiles se croisent, il faut regarder s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se dessiner. Exactement. En fait, si vous voulez, vous avez des centaines, des milliers de valeurs. Bon. Donc, vous ne pouvez pas toutes les regarder une par une. Donc, si vous voulez, à force de regarder et de vraiment, entre guillemets, de bouffer du graphique, c'est comme ça qu'on progresse. Parce que d'abord, ce n'est pas une science exacte. L'interprétation rapide qui doit être faite d'une situation de chartiste, c'est quelque chose qui se fait de mieux en mieux avec le temps. On progresse, la vision s'affine, on voit des choses que d'autres ne voient pas, etc. Je prends souvent l'exemple d'un tableau. Moi, je regarde le tableau, je vais dire il me plaît pas. Un spécialiste de l'art va dire oui, mais alors tu vois le symbole, le machin, les couleurs, les peintures utilisées, certainement que ça vient du 18e, de l'école de je sais pas quoi. Enfin, lui, il va faire vivre ce tableau, il va en parler, et moi, le graphique, je vais en parler de la même manière. Alors que le tableau, à part dire il me plaît pas, c'est tout ce que je vais être capable de dire. Donc, il faut beaucoup d'expérience pour être, on va dire, expert dans l'interprétation d'un graphique, ça c'est sûr. Le graphique vous envoie un message codé que vous devez décoder, en fait. Donc, si vous voulez, quand vous avez ce décodeur, c'est-à-dire cette expérience de dizaines d'années, parce que c'est long, vous savez, pour bien analyser rapidement, faire une sélection en même temps, oui, bien sûr, sur les valeurs au départ, c'est plus agréable de le faire sur Kering, c'est plus agréable de le faire sur JC2Co. Des critères fondamentaux, donc. Bien sûr, oui, il y a des centaines de signaux régulièrement, et il y a des milliers de valeurs. Bon, c'est quand même mieux de faire un investissement, même technique chartiste, sur une valeur de qualité, où on sait que les fondamentaux sont quand même corrects, voire bons. On minimise donc plutôt que d'aller le faire sur des valeurs un peu il y a une vraie passion qui vous anime tous quand on parle de ce sujet. On a bien fait d'en faire une émission spéciale. Et on pourrait vous laisser en parler pendant des heures, visiblement. Mais... Ouais, alors pour finir, c'est le franchissement de la tasse, c'est le haut de la tasse, si vous voulez, qui déclenche le signal. Pardon. Hein, non, mais je vous en prie. Oui, on pouvait prendre A, le B franchissement ou C. de la anse de la tasse voilà. qui déclenche le signal. On donc, voit que le ça gap pouvait être B, C, vous voyez, le repère, hein, B, C, A. Et alors là, c'était le A parce qu'on est parti comme une balle. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez brièvement rappeler ce qu'est une moyenne mobile pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec cette notion? Déjà, les moyennes mobiles, c'est la moyenne des X cours précédents. Donc là, j'ai pris deux moyennes mobiles, moi, que j'exploite tout le temps. C'est la moyenne mobile courte, c'est la 5, et la 20 jours. 5 jours. Et la 21 en longue. Voilà. Elle m'envoie un message que je sais lire. Maintenant, vous, si vous voulez prendre la 21 et la 50 ou autre chose, je ne sais rien. C'est une semaine, 5 jours. Pareil, finalement, 5 jours ouvrés, c'est une semaine. J'impose pas aux autres. C'est une semaine comparée à 3 semaines, en fait, grosso modo. Non, mais c'est 5 séances et 21 séances. D'accord. Pourquoi 21 ? Après, parce que c'est 4 semaines plus. Dans les années 88, on avait fait des tests. Moi, j'avais créé des premiers systèmes. Au personnel, au départ, c'était ça. Hein, c'était d'analyse technique en France. Vraiment, c'était un logiciel qui s'appelait MrDAO. Et avec 2 informaticiens, Perceval a été créé comme ça au départ. Et je disais, écoutez, on va le garder pour nous, on va s'en servir plutôt que de le vendre. Donc on ne l'a jamais vendu, mais on l'a exploité. Et on avait énormément travaillé, si vous voulez, sur des cycles de marché, sur combien de temps une valeur met à se retourner.
dans un sens puis dans l'autre. Alors on avait repéré des régularités, pareil, statistiques, qui étaient que le CAC 40, par exemple, mettait plus de temps à créer un mouvement de repli, mais après ça allait plus vite. Et il était plus rapide. Donc au bout de 18 jours, on pouvait se poser la question qu'il allait progresser, mais c'était plutôt au bout de 28 jours qu'il commençait à baisser. Puis après, il y avait tout un tas... ce qui avait alerté notre recherche à l'époque, c'était qu'il y avait tout un tas de théories sur les cycles de la Lune, etc., sur les 28 jours. Alors je parlais des numérologie, c'est pas... Oui, je vous parlais des ésotéristes tout à l'heure. Un jeune diplômé, il va être catastrophé. Oui, mais ça va attirer notre attention. Je n'ai pas dit qu'on s'en était servi, mais on s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il parle de ça? Parce que c'est toujours, si vous voulez, issu d'une observation. Hein, oui, c'est empirique. Oui, au départ, bien sûr que c'est empirique. De toute façon, l'analyse technique, chartiste, on va dire globalement, c'est pas une science exacte. Ça se rapproche plus, si vous voulez, à un moment donné, d'une science humaine. Parce que, pareil, on pourrait dire que pourquoi on prend un niveau de support? Parce que on se dit que celui qui veut acheter, en effet, il va regarder le précédent plus bas, mais c'est surtout celui qui a vendu à découvert et qui a vu que le marché la valeur avait rebondi, qui se dit je retrouve mon niveau de prix et je vais racheter parce que j'avais mal vendu. Donc c'est souvent psychologique. Ouais, c'est souvent la contrainte qui crée le double appui, par exemple. Et ça, si vous voulez, c'est des choses... C'est le serpent qui se mord la queue. On ne sait jamais si c'est la poule ou les œufs, c'est pareil. On peut résumer l'analyse technique à finalement le comportement d'un individu lorsqu'il regarde un graphique, sachant que n'importe qui va passer un ordre regarde un graphique. Et que donc et on a tous la même information. Et donc il y a des figures qui se répètent, qui donnent envie d'acheter, de vendre, qui font peur, qui font envie et qui déclenchent des flux acheteurs, vendeurs. Très intéressant. Et il faut... Après, il ne faut pas rentrer trop dans les détails pour les gens qui nous regardent. Pourquoi vous avez une martingale? Vous avez un secret? Non, justement, c'est justement parce qu'il n'y a pas de martingale qu'il ne faut surtout pas, à mon sens, donner trop d'importance à l'analyse technique, aux indicateurs, au croisement de RSI, 14. Enfin, il y a vraiment, on peut aller très très loin dans le... Chacun peut faire sa propre mayonnaise. Dans le truc. Et je répète que je pense que les gens ont aussi intérêt à savoir, à connaître ce qu'ils sont en train d'envisager d'acheter ou de vendre sur la base du business des sociétés et de leur valorisation. Ouais, donc, Thibaut, le scan, c'est un outil simple qui va détecter une situation qu'il va falloir analyser, en fait. Croisement de moyenne mobile, par exemple. Merci beaucoup. Là, on va pouvoir passer à la prochaine rubrique, qui est le zoom sur... Le zoom sur avec aujourd'hui les Turbo Best. Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, vous allez nous parler des Turbo Best. Oui, effectivement. Alors pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a déjà parlé des turbos à maturité, des turbos illimités. Aujourd'hui, on va parler des Turbo Best. Parce que c'est un peu comme en analyse technique et en analyse fondamentale. Finalement, on a vu que tous, vous aviez votre manière de l'interpréter, votre propension à la prendre en compte dans votre analyse globale d'une situation. Les utilisateurs de produits de bourse, c'est un peu comme vous finalement, puisque chacun peut avoir une préférence dans les nombreuses familles de turbos. Donc brièvement, on rappelle ce qu'est un turbo. C'est un produit financier qui vous permet d'investir à la hausse, mais aussi à la baisse, avec une amplification des mouvements du sous-jacent. Donc cette amplification, c'est ce qu'on va appeler l'effet de levier ou l'élasticité. Si vous êtes dans le bon sens, elle va être favorable à l'investisseur. Attention, si vous vous trompez de scénario, elle vous sera défavorable. Les sous-jacents sur lesquels vous pouvez investir via ces produits que vous pouvez mettre dans votre compte titre peuvent être des actions, des indices, des matières premières. C'est vraiment très vaste. Avec les Turbo Best, la particularité, c'est que leur durée de vie est potentiellement illimitée. Contrairement aux turbos à maturité, vous n'avez pas de maturité sur ces produits. Donc si vous avez une anticipation de long terme ou une anticipation de court terme qui se transforme en anticipation de long terme, vous avez potentiellement un horizon d'investissement qui peut être très long. Contrairement aux turbos illimités, sur ces turbos-là, le prix d'exercice est égal à la barrière désactivante. C'est ce qu'on retrouve dans le titre BEST, ça veut dire barrière égale au strike. Tout à fait. Donc c'est dit dans le nom quelque part. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que pour utiliser de l'analyse technique, finalement, c'est très commode, vu que vous n'avez qu'un seul niveau. Cette barrière et ce strike qui sont au même niveau vous permettent plus facilement que sur des produits où vous avez deux niveaux différents, de mettre un stop ou de travailler sur vos niveaux. Donc ça veut dire que la barrière pourra constituer, dans le cas d'un call pour profiter d'une hausse, pourra constituer une barrière
Tout à fait. Et un ordre au stop finalement. Exactement. Ça vous permet de sélectionner votre produit en adéquation avec une analyse technique que vous avez pu identifier. Donc ce niveau qui est unique par contre va varier dans le temps, puisqu'en fait un turbo ce n'est rien d'autre qu'un prêt que l'émetteur, Société Générale ici, vous fait sur une valeur et vous n'en payez qu'une partie, un peu comme quand vous achetez une résidence principale et que la banque vous finance une grande partie de l'investissement sous la forme de prêt. C'est ce qui vous permet de créer du levier sur votre investissement. Et grâce à ces turbos illimités BEST, on va aussi pouvoir vous proposer des effets de levier potentiellement très importants, puisqu'on peut proposer des produits dont le strike est vraiment très très proche du cours actuel du sous-jacent. Donc attention, ces produits sont encore plus que les autres réservés à des profils avertis et conscients du risque, puisque plus l'élasticité que vous choisissez est plus forte, plus le potentiel de gain est important, mais le risque que vous prenez est fort aussi. Merci beaucoup Léa, très intéressant. Maintenant, passons au coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders. Alors vous connaissez le principe, chacun des traders présents sur ce plateau a 1 minute pour convaincre les 2 autres sur le bien fondé d'une stratégie d'investissement. On va commencer par Franck Morel. Vous allez nous parler de Alten, avec une figure technique de triangle de consolidation. Est-ce que vous... Oui, le triangle. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez le dire aussi. Hein. Je suis prêt. Très bien. Alors on y va, c'est parti. 3, 2, 1, à vous. Alors, Alten est en train de construire une figure en triangle de consolidation. Alors, le triangle de consolidation, c'est vous avez un titre qui fluctue de cette manière et la volatilité baisse de plus en plus à la fin. Et généralement, c'est une figure de continuation. Si vous êtes dans une tendance principale haussière et que vous construisez le triangle de consolidation, vous avez théoriquement, au moment du franchissement de la ligne oblique, un déclenchement, un signal d'achat pour viser un retour sur les plus hauts, en l'occurrence pour Alten sur les 160. Ce qu'il y a de bien avec Alten, c'est que fondamentalement, c'est une société excellente. C'est un des leaders européens du conseil et de la prestation en services informatiques. Ça se paye 17 fois les résultats et 15 fois les résultats de l'année prochaine. Le chiffre d'affaires double à peu près tous les 5 ans et la rentabilité est l'ordre de 7% chaque année. Donc vous avez un niveau de valorisation actuellement qui est inférieur là encore de 30% au niveau historique de course, qui laisse entrevoir un retour sur les 160 et on peut même acheter avant le signal. Stop, on peut acheter avant le signal, on restera sur ces termes. Messieurs, Jean-Louis, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Écoutez, moi j'arrête l'émission, si tout le monde est d'accord tout le temps, c'est pas très intéressant. La belle valeur par excellence. Donc, pourquoi? Alors Alten, c'est la pépite du moment? Non, mais il y a un vrai consensus acheteur sur la valeur. Donc tout le monde cherche des points d'entrée, en effet, qui peuvent être des niveaux de repli comme vers 105, ou alors des niveaux d'accélération lorsqu'on franchit des zones. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec un CAC 40 à 6006, l'accélération, on se dit, c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que d'acheter sur des replis ou d'acheter sur des configurations particulières, avant des chiffres qu'on va par exemple estimer vraiment bons, qui vont confirmer le consensus, voire le surperformer, c'est toujours ça peut être des niveaux aussi, enfin des timings pour acheter Alten. Mais tout le monde, oui, le consensus est vraiment acheteur sur la valeur. Mathieu, pareil. Alors moi, ouais, je suis d'accord. En fait, ce que j'apprécie aussi, c'est le côté justement compression de volatilité, ce qu'évoquait Franck. C'est vraiment, quand on est dans des structures comme ça, généralement, quand ça sort de ce genre de figure, ça va assez vite. Donc c'est vrai que si on est placé dans le bon sens, on peut assez facilement être en situation de gérer une position gagnante, ce qui est évidemment plus simple. Alors après, là où je mettrais quand même un bémol, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'on revienne à 160. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord dans le côté haussier. Maintenant, peut-être plus pour viser des 140, 145. Voilà, je serais plus court terme. Ouais, c'est une question de timing du coup. Pardon? Alten reverra les 160. D'accord. Moi, à court terme, c'est qu'une question de temps. D'accord. Moi, à court terme, alors s'il faut attendre 3-4 ans, voilà. Dans une vingtaine d'années. Donc ouais, voilà. Moi, ouais, je pense que ça en tout cas, vous êtes tout à fait, vous êtes dans la même ligne, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Bravo pour ce consensus extraordinaire. Alors, Mathieu, c'est à vous. Reprenez votre concentration, Mathieu. Parce que les enjeux sont très importants. Je ne vais pas te rater. Vous avez 1 minute pour convaincre vos acolytes. C'est parti. 3, 2, 1. Attendez. Je vous attends. Vous allez nous parler de Canopy Growth. Ouais. Alors. Attendez. 3, 2, 1.
Maintenant. Alors, une valeur qui va plaire à Franck parce que c'est structurellement déficitaire au niveau fondamental. Mais alors, ce qui me plaît dans ce genre de dossier, d'une part, c'est qu'on a une publication. Alors, pour remettre l'église au milieu du village, je vais dire, on est dans le secteur du cannabis. On est sur une société. Cannabis légal, évidemment. Oui, donc côté au Canada. Et donc, ce qui me plaît en fait dans ce genre de dossier, c'est effectivement toujours la même notion de risk-reward. On est sur donc déjà, il y a un news flow qui s'améliore, c'est-à-dire qu'on a eu une publication de la société, c'était le 9 novembre précisément, qui a été achetée. Donc derrière, on avait le 10 et le 11, enfin surtout le 10 novembre, des chiffres de l'inflation qui avaient catalysé une extension de la hausse. Mais déjà, la publication en termes de news flow propre de la société avait été achetée. Ça, c'est vraiment le genre de signal que moi j'aime bien. Derrière, donc on a une structure. Alors, on a un petit joker au niveau fondamental, c'est qu'il y a une réforme dans le secteur bancaire qui, selon mes confrères américains, est dans le pipe au niveau de l'administration Biden. C'est raté, Mathieu. Donc voilà, on a un double creux. On arrête. On a un double creux. Non, vous aurez l'occasion. C'est trop. Moi, il me faut 2 minutes. Moi, il me faut de la 2 minutes. discipline. Alors, Franck, parce que là Mathieu, il était parti stop. pour 10 minutes de speech, il a 1 minute. Donc, stop. Stop. Je ne suis pas un spécialiste du secteur du cannabis, contrairement à Mathieu, mais je pense que jouer un double creux sur une valeur qui perd de l'argent, c'est exactement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Donc par respect avec c'est pour ça que je savais. mes convictions, je me dois d'être contre cette stratégie. Jean-Louis. En tant qu'analyste technique, on peut dire que oui, pourquoi pas acheter sur le franchissement de la zone que tu mentionnes, parce que je pense que c'est ça que tu recherchais, puisque le double est fait, le double appui est fait. Donc, quand on arrive maintenant à être confronté à une situation comme celle-ci, la seule chose qui reste à faire, c'est l'impulsion haussière qui pourrait se mettre en place au-dessus des derniers plus hauts. Donc oui, c'est jouable. Et on a une conjonction. Nous, ce qu'on fait, quand on a un double appui, on le fait 1 fois, 2 fois, justement, le double appui 2 fois, mais jamais 3. Quand on y retourne, ça veut dire que le marché c'est comme le triple top, ça n'existe pas. Ça existe, mais justement, il ne faut peut-être pas l'exploiter, ou alors différemment. En tout cas, vous voyez, si on y retourne une 3e fois vers le bas sans avoir franchi par le haut, ça sera peut-être une indication de faiblesse, et c'est surtout pas là. Vous savez, quand une valeur comme ça vous tend un peu trop la perche, bon, je ne ferai pas de comparaison avec... Il y a beaucoup de psychologie quand même dans l'analyse technique. Eh ben, faut pas, à un moment donné, il ne faut pas y aller, quoi. C'est trop évident. Après, Mathieu, moi, terminez votre ce que raisonnement. je recherche, c'est effectivement l'achat en franchissement, en confirmation des derniers plus hauts. Là aussi, moi, ce qui me plaît dans ce genre de dossier, c'est qu'effectivement, sur du Kering et autres, on a des doubles creux où effectivement, on peut peut-être gagner 10-15%. Maintenant, ce genre de dossier-là, en fait, il y a vraiment, encore une fois, une asymétrie du risque qui est vraiment très favorable. C'est-à-dire, si ça n'y va pas, si on a le stop sur le dernier plus bas, on risque peut-être 15%, 20%. Maintenant, si ça confirme, si ça y va, je pense qu'on peut faire du 50, voire 1 x 2 sur ce genre de dossier. Donc c'est comme tout, généralement c'est sur les choses les plus risquées qu'on fait les meilleurs gains. Donc voilà, c'est moi ce qui me plaît dans ce dossier. On prend les plus gros risques aussi. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi j'ai fait mes plus gros gains historiquement. Après, Mathieu est beaucoup plus court-termiste en général sur ses investissements que vous, donc ça se prête peut-être plus. Voilà, c'est au tour de Jean-Louis de défendre son dossier Imerys. Vous êtes prêt, Jean-Louis? Est-ce que vos comparses sont prêts aussi à écouter Jean-Louis? Oui. 3, 2, 1, Jean-Louis, c'est à vous. Alors, Imerys, donc, c'est une société spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels. Ils sont sur le lithium aussi. Et il y a un rendement de 4% et un consensus plutôt favorable. Donc on se dit, comment je rentre dans une valeur comme ça, avec un marché à 6660, le marché est sur des niveaux de prix extrêmement élevés, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas se tromper, etc. Et là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas vraiment une figure qui se met en place. On a un retracement, la figure baisse. Où est-ce qu'on va trouver des repères? L'idée, c'était de réfléchir avec vous sur comment exploiter ces repères. Vous voyez, je suis revenu très en arrière et je me suis dit, tiens, dans la dernière phase, où est-ce qu'on était allé lorsqu'on avait approché les 42, eh bien, c'était le premier rond que vous avez, qui est un niveau d'achat potentiel, puisque la valeur m'a montré qu'elle était capable de retracer avant de repartir. Vous voyez, et je vais me baser sur des repères comme ça, pour essayer de voir si on peut acheter. Et le dernier que j'ai marqué rond à droite, c'est par exemple le pullback sur un niveau de résistance qui peut devenir support
et qui représenterait un retracement de 50% de la hausse. Très intéressant, on va en parler avec vous. Franck, Mathieu, quel est votre sentiment sur cette valeur ? Stop, go. Alors, Franck, vous êtes un peu ronchon aujourd'hui. Hein, c'est ça. En fait, l'évolution des cours d'Imerys depuis plusieurs années suivent l'évolution du chiffre d'affaires d'Imerys depuis plusieurs années, qui est un business qui est mature. Donc en gros, Imerys, ça fait à peu près le même chiffre d'affaires depuis 10 ans. Ils essaient de pivoter leur activité vers le lithium. C'est des petits mots-clés qui peuvent aiguiser l'appétit des investisseurs, mais ce n'est pas encore fait. Et en tout cas pas dans les proportions suffisantes pour avoir un pivotement de l'activité entière et réalisée vers le lithium. Donc typiquement, je ne m'intéresserai pas à ce dossier tant que on n'aura pas vu des effets positifs sur la stratégie, puisqu'on a des risques dans le pivotage. Et si vraiment on veut se positionner à ce moment-là, faisons-le sur des abus de marché avec des niveaux de valorisation. Jean-Louis essayait de réfléchir avec nous sur des points d'entrée sur le dossier Imerys. En fait, je cherche des points d'entrée pas sur des business matures. D'accord. Pas sur ce type de profil. Non. Vous ne regardez, vous n'avez pas envie de réfléchir avec Jean-Louis. Si vraiment on veut se positionner sur un Imerys, à ce moment-là, ce serait plutôt sur les bas de range, du range, puisque l'activité est flat, les cours sont... la tendance long terme est flat, j'irai chercher les extrêmes en hebdomadaire plutôt que des points en daily, en données quotidiennes, puisque... enfin voilà. Merci Franck. Non, sois pas triste, tu as le droit de penser autre chose. Mathieu, vous êtes plutôt favorable ? Oui, alors dans le timing, je suis à très court terme, je trouve pas ça idéal. Je préférerais le deuxième rond parce qu'on a la grosse bougie rouge là, qui a fait retomber le titre sous les 40, c'était post-publication. Et ça, moi, en termes de catalyseur, à court terme, je suis pas fan. Maintenant, en fait, là où j'aime bien le dossier, c'est vraiment dans le côté recovery et upside. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis pas d'accord. Non, mais en fait, alors dans d'autres contextes, mais en gros, sur le lithium, à part Eramet en France, il y a que Imerys qui se met dedans. Et donc en gros, si jamais ça doit se confirmer, et effectivement ça ne va pas être du jour au lendemain, mais dans une optique à 3 à 5 ans, je pense que si on doit avoir une poursuite et une explosion de ce segment-là, c'est justement avec Eramet, ce genre de valeur-là qu'il faut acheter, je pense. Voilà. Très bien. Et la hausse du lithium, la forte hausse du prix, fait qu'ils vont pouvoir exploiter cette fois-ci avec une vraie marge, alors qu'avant l'exploitation n'était pas rentable. Voilà. Parfait. Alors, recovery, upside, recovery, ça veut dire par rapport au business model qu'évoquait Franck, effectivement, c'est pas un truc, il n'y a pas un pricing power de folie, c'est pas. Mais si jamais il faut définir les trois termes par rapport au secteur du luxe, en fait, upside, ils peuvent augmenter un peu leur prix, mais c'est pas du. Pricing power, on définit ce que c'est, c'est-à-dire le pouvoir contrer l'inflation en montant ses prix sans souffrir d'une baisse de ses ventes. Oui, après c'était le pendant par rapport à ce que disait Franck dans le secteur du luxe. Et après, le côté recovery, c'est que là, en fait, moi, ce que j'aime bien sur Imerys potentiellement, c'est s'ils se positionnent sur le lithium et qu'ils font ce virage et ils réussissent ce virage, on peut vraiment changer de profil pour cette société. Et effectivement, si ça se confirme, il y aura donc un upside, un potentiel de hausse. Ce ne sera pas pour prendre 10% ou 15%. Et un rendement de 4%, qui n'est pas désagréable. Je pense que derrière, ils ont quand même des actifs un matelas à la baisse. Et les marchés sont à 6650 et il est difficile de faire des choix. Donc voilà. Et ça, c'était un choix, si vous voulez, où la figure chartiste n'est pas du tout évidente pour l'instant. Et j'ai essayé de montrer comment on peut aller chercher des repères dans des phases de marché qui peuvent ressembler à celles qu'on vient d'avoir à la hausse depuis le mois de septembre. Très intéressant. Merci Jean-Louis. Passons maintenant à la rubrique à vos marques ou quiz. À vos marques. Prêt, partez, c'est à vous tous de jouer. Là, vous pouvez jouer au quiz de Léa Jézéquel sur l'analyse technique. On va voir si vous êtes des vrais spécialistes. Ouais, c'est pas évident pour moi aujourd'hui. Je vous demande quand même un peu d'indulgence parce que je sais que, pour une fois, vous êtes tous beaucoup plus experts en la matière que moi. Donc j'espère quand même avoir réussi à trouver quelques angles où potentiellement il y aura un petit peu de compétition entre vous. Alors je vous rappelle les règles. J'énonce la question.
Vous attendez d'avoir la fin des énoncés des réponses potentielles pour buzzer sous peine de disqualification. C'est celui qui va buzzer le plus vite, là. À quoi oppose-t-on souvent l'analyse technique? Petit 1, l'analyse boursière. Petit 2, l'analyse fondamentale. Petit 3, l'analyse graphique. Elle n'a pas fini, là. Allez, Je fais Jean-Louis. comme c'est. Non, j'avais fini. 2. 2. Réponse, s'il vous plaît, en régie. Effectivement, c'est bien l'analyse fondamentale, puisque l'analyse technique, vous l'avez compris après cette émission, est basée sur l'historique de cours, peut-être très court terme, contrairement à l'analyse fondamentale qui étudie les fondamentaux économiques et financiers d'une société et qui peut s'apparenter plus à de l'investissement moyen-long terme. Franck, vous ne saviez pas ça? Vous n'avez pas répondu? Si, mais Vous êtes fatigué aujourd'hui. l'opportunité à mes pairs de répondre. Moi, j'ai pas eu le temps, j'ai suivi les règles. Deuxième Il avait pas ce droit, je question. crois. Deuxième question. On monte un petit peu le niveau, attention. Qui est considéré comme le fondateur de l'analyse technique? Petit 1, Munehisa Oma. Petit 2, Charles Dow. Petit 3, Warren Buffett. Ah bah Jean-Louis. Dao. 2. Eh ben non, c'est ça l'erreur. Et Ah bon? Pour le coup, j'aurais répondu pareil. Donc, C'est Oma? C'est le japonais. Ah bah allez-y, c'est on reprend là. Alors, C'est la une, puisque ce sont les Japonais. Les bougies japonaises. Qui Ouais. non, tout à fait. écoute. moment de culture. Culture bourse. Qui ont commencé à analyser l'évolution des cours du prix du riz. Et c'est comme ça Franck, c'est pas avec les chandeliers japonais, et on a créé indirectement l'analyse technique. Vous avez quelque Franck chose à a tout ajouter? dit. Effectivement, Munehisa Oma, né au XVIIIe siècle, surnommé le dieu des marchés, est le fondateur de l'analyse technique. Il a engrangé plus de 10 milliards de dollars en spéculant sur le riz. Et en fait, pour la petite anecdote, il avait commencé sur des feuilles de papier de riz, c'est ça qui est quand même incroyable, à consigner des informations sur les variations de cours du riz, le plus haut, le plus bas, la clôture. Et en consignant tout ça, il a commencé à remarquer des modèles, des signaux d'achat et de vente. Et ça a été le début des chandeliers japonais. Alors, Charles Dow n'était pas une réponse complètement à côté des clous, Jean-Louis, puisque Charles Dow, plus tard, est considéré comme un des grands Figure. inspirateurs de l'analyse technique, mais ce n'est pas lui le fondateur. Les retracements de 50%, c'est d'eau. Donc en fait, Bah, à ce moment-là, on Tant peut qu'on remonter est la dans, tuliche, et puis, ils font parce des que là, plans. c'est pareil, il y avait des... Jean-Louis, 1 point. Franck, 1 point. Mathieu, 0. Ouais. On continue. Alors, troisième question. À quoi correspond cette figure? Petit 1, un triple top. Petit 2, une épaule tête-épaule inversée. Petit 3, une épaule tête-épaule. Moi, je note que. Jean-Louis est Il a envie de gagner aujourd'hui, rapide aujourd'hui. Épaule, tête, épaule. Tout à fait. L'épaule tête-épaule. Donc, je pense que sur le graphique, c'est assez clair. Vous arrivez à comprendre pourquoi c'est épaule tête-épaule. C'est une forme qui prédit la baisse de l'actif au niveau bas de l'épaule droite. Il faut, en plus de cette configuration graphique, des conditions très précises en termes de volume pour que l'épaule tête-épaule soit inversée. Et bien sûr, l'épaule tête-épaule inversée et l'inverse, c'est-à-dire que ça va prédire une hausse des cours, alors que le triple top, lui, est une figure baissière après 3 points atteints. et si on peut rajouter un truc, c'est que c'est une figure de retournement de moyen terme. Et à tous ceux qui cherchent des épaules et des têtes-épaules un peu partout, il faut absolument que cette figure intervienne après une grande phase de hausse. Et c'est seulement là qu'on a un retournement de tendance. Si on cherche des têtes-épaules au milieu d'un range, d'une oscillation horizontale, ça ne fonctionne pas. Ça qui est assez complexe dans l'analyse technique, c'est qu'on se rend compte qu'en plus de la figure visuellement identifiable, il y a tout un contexte autour qui permet de Historique. valider ou Figure d'invalider. d'essoufflement. Très intéressant. Donc 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Franck, 1 point pour Mathieu. 0. Tu tiens? Zéro. Ouais, c'était parce que j'étais de bonne humeur. Non, 0, pardon. C'est gentil. Quatrième question. Laquelle de ces affirmations est un des 3 grands principes de l'analyse technique? Les événements macroéconomiques sont primordiaux. Première réponse. Deuxième réponse, les actifs évoluent toujours en tendance. Troisième réponse, l'histoire ne se répète jamais. 2. Tout à fait, Jean-Louis. Inarrêtable aujourd'hui, c'est terrible. Quel talent. Effectivement, il y a Écoutez. 3 grands principes en analyse technique, corrigez-moi si je me trompe. Premier principe, on peut lire toute l'information disponible sur une valeur dans le cours à l'instant T de cette valeur. Deuxième grand principe, les actifs évoluent toujours en tendance. Et troisième grand principe, l'histoire se répète. Un petit bémol, on peut lire toutes les informations disponibles à un instant T sur un cours. C'est ce que sans doute des grands analystes techniques disent, mais Franck, vous disiez un peu l'inverse. L'analyse technique est un instrument de timing.
Et on doit garder un œil assez attentif sur les fondamentaux d'une entreprise. Toute l'information est dans les cours. Le marché est censé avoir toujours raison, mais les comportements court-termistes entraînent du bruit. Et quand on vise un peu plus loin, la concurrence est beaucoup moins féroce. Et si on sait ce sur quoi on est en train de se positionner en mettant le temps dans notre camp, on parlait de ce talent de Alten qui reverra les 160. C'est qu'une question de temps voilà, donc mettre un maximum de chance derrière soi. Intéressant. 3 points. Faire attention parfois, parce que je me souviens d'une époque où Alcatel devait revoir les 100 euros et on les a jamais revus. Malheureusement, on les a pas vus. 3 points. Dernière question. Pour Jean-Louis, 1 point pour Franck, et 0 point pour Mathieu, excusez-moi. Allez, challenger un peu Jean-Louis, là c'est trop facile pour lui. 5e question. Qui est le fondateur des angles de Gann? Première réponse, Ralph Nelson Gann. Deuxième réponse, Cyril Gann. Troisième réponse, William Delbert Gann. Allez, je prends la une. Et non, malheureusement. Allez-y, oui, vas-y. C'est la 3. Oui, bravo. Franck, vous êtes réveillé sur le tard, mais c'est bien. Oui, effectivement, c'est William Delbert Gann, qui est un mathématicien et un trader très connu, qui a fondé la théorie des angles de Gann. Alors, assez complexe cette théorie, puisqu'en fait, ces angles permettent de quantifier une pente d'une tendance relative à une tendance principale. Donc peut-être vous serez en mesure de l'expliquer un petit peu mieux que moi dans un moment. Ralph Nelson Gann, quant à lui, en fait, c'était une fausse réponse, puisque c'est Ralph Nelson Elliott, son vrai nom, et c'est lui qui a créé les vagues d'Elliott, autre figure importante en analyse technique. Cyril Gann, pour votre information, c'était la petite blague, puisque c'est un champion d'arts martiaux, il n'a donc pas grand-chose à voir avec le domaine qui nous intéresse. Bougie japonaise, arts martiaux, non. Merci infiniment, donc victoire sans appel de Jean-Louis. Bravo Jean-Louis. Hein, c'est pas si souvent que vous gagnez le quiz. Ah ouais. Non, mais j'ai compris qu'en fait, il fallait appuyer au moment où elle finit de parler. Ah, oui. Ouais. Très bien. Merci infiniment. Une seconde avant. D'accord. Merci à tous pour cette émission très intéressante. Et à la prochaine fois, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si cette émission vous a plu. À bientôt.